bayo merkati monono ganduni jeni ande bayo tabu amababelo ganduni jeni ande tabu amajabelo ganduni ya ko bayo ndero ngol bayo way bayo pablun ke gada saga maro jeni ande ya ko bayo directeur zero gandunu ya ko dama directeur bayo way bayo ya dama directeur tabayo jeni ande bayo timayo kumbale mo ganduni ajario ganduni megelo ambayo chumalin ke zompeyo jeni ande pap nun ke ngoda yizompeyo gandunu o korvatu bayo merkati monono ganduni jabel bayo yimbil de katemeno ganduni tabungon bayo ndana dotu pano jeni ande ndana dotu pano korvatu yo o korvatu bayo ndare jini ramo korvatu bay komi bay papa bayo tabayo ye jario ganuni jario ganuni kanola fatuma ya yerelo marfatu yo la garamaro merkati monono marfatu yo la garamaro la garangwasano tafatu yo watumaro biado yai moy marfatu yo Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Pour ceux qui sont à Los Angeles, il est dit bonsoir. Pour ceux qui sont au niveau des États-Unis, au niveau de la côte ouest, New York, bonsoir. Au Sénégal, il est 20h, 21h au niveau de Paris. Aujourd'hui, nous avons donc notre émission Les Quêtes qui se passe tous les samedis, sans exception. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Madame Fatma Irmis Duri, consultante, formatrice et écrivain spécialisée dans la formation et l'insertion professionnelle des personnes en situation d'invalidité et ou à mobilité réduite. Elle est en relation client, communication professionnelle et dans les entreprises, elle a travaillé avec le CFIPE au Sénégal et le FIDR Consulting en France. Donc notre émission aujourd'hui sera consacrée, et elle est live, à cette émission à Madame Fatima Irmis Duri. Et nous avons cette information que nous venons de recevoir parce que Madame Duri aussi est aussi une personne à mobilité réduite. Je ne l'avais pas connue comme ça. Aujourd'hui, elle fait partie des personnes à mobilité réduite et nous voulons montrer aujourd'hui qu'en fait, il y a des possibilités de réinsérer, de travailler avec des personnes à mobilité réduite. Madame Fatima Irmis Duri, je vous donne la parole. Quelque chose comme étant le résultat d'une faute d'un membre de la famille et que à partir de là, l'enfant est mis de côté. L'enfant n'est pas du tout intégré dans la société et il est enfermé chez lui. Il ne va pas à l'école. Et j'ai également constaté une chose, c'est que on développe l'enfant handicapé au Sénégal se développe plus par le sport, alors qu'il y en a des extraordinaires qui, eux, peuvent travailler. Un exemple, quand j'ai fait ma formation de formateur, j'ai travaillé avec un institut spécialisé pour les personnes non-voyants et malvoyants. Nous les avons formés, j'ai constitué donc l'ingénierie pédagogique avec effectivement donc ils avaient l'outil informatique, ils avaient un outil spécialisé pour le métier de conseiller service client et on avait une plage braille. Donc tout ce qu'on avait écrit, toute l'ingénierie avait été traduite en braille et imprimée en braille
Et on avait trouvé avec l'informaticien un système pour leur permettre d'aller plus vite et ce qu'on appelle les chemins les plus courts pour pouvoir effectivement accéder à une page ou à une autre. Et sur ces 10 personnes formées, ils avaient 2 titres à passer. 9 ont eu leur titre du premier coup. La dernière personne l'a eu au second passage. Elle avait déjà eu le premier titre. Au second passage, elle a eu le deuxième titre. Et la plupart d'entre ces personnes travaillent aujourd'hui. Donc, si des personnes en situation de handicap qui sont malvoyants, non-voyants, sont capables et sont très forts en informatique, qu'en est-il des autres? Parce que le handicap, ce n'est pas simplement le handicap moteur. Il y a l'handicap psychique, mental. Il y a l'handicap. Il y a également ce qu'on appelle les maladies handicapantes. C'est-à-dire qu'une maladie qui fait que la personne devienne une personne à mobilité réduite. À savoir, je vous donne des exemples de maladies. Le cancer, le sida, d'autres maladies comme la fibromyalgie. À partir du moment où ces maladies ne vous permettent plus de vous intégrer normalement à la société, de marcher, de pouvoir vous mouvoir en société et que votre environnement général, vous ne pouvez pas vous émouvoir et vous avez toujours besoin d'une aide, soit matérielle, soit de personnes qui vous sont proches. On est dans une situation de personnes à mobilité réduite. Et je vais utiliser un mot que les gens n'aiment pas utiliser aujourd'hui, c'est le monde de la personne, le nom de la personne handicapée. Mais le principe, c'est quoi? C'est que tous, nous sommes appelés à devenir à un moment donné handicapés, parce que quand on arrive à la vieillesse, on ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire, arrivé à un certain âge. Donc, ces personnes, nos aînés, qui sont là, qui nous écoutent ou pas, mais tous nous avons des personnes, des parents, des grands-parents qui ne peuvent plus rien faire. Donc, ce sont des personnes à mobilité réduite. Elles le sont parce qu'elles ne peuvent plus faire les choses par elles-mêmes. Et c'est très dur pour ces personnes de se retrouver dans cette situation. Donc, il faut énormément d'empathie de la part de l'entourage. Et parce que demander de l'aide pour une personne en situation de handicap, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que au Sénégal, il n'y a rien de fait. Ici en France, ce qui est fait, c'est très peu. Franchement, nous sommes en France dans le quart-monde, je vous dis le quart-monde pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation d'invalidité ou d'incapacité. En fait, on fait en France une différence entre l'invalidité et l'incapacité. L'invalidité, concerne les personnes à mobilité réduite qui ont une perte qui ont un handicap moteur, sensoriel ou psychique, donc mental. Et les personnes en incapacité, ce sont des personnes qui ont une maladie handicapante, mais dont la maladie vient d'un accident du travail. Voilà. Et ces personnes peuvent avoir derrière une, comment on appelle ça, une invalidité qui peut être moteur, d'ordre psychique ou d'ordre, physique. Voilà, sensoriel. Et pour dire quoi? Pour dire que au Sénégal, nous avons énormément d'enfants qui ne vont même pas à l'école maternelle, qui ne vont même pas à l'école primaire pour commencer, et qui arrivent au collège, et au collège, ça se réduit tout de suite. Et qui sont les premiers qu'on sort? Talibou Dabo a été pour moi une découverte d'un monde où il y a énormément de choses. Il y a un monde à faire, mais on a besoin de moyens.
Il faut que l'État, nos chefs religieux qui ont de l'argent nous aident. Moi, j'ai déjà le projet. Le projet de la personne qui a créé Talibou Dabo, c'était de faire quoi de ce centre? D'en faire un centre de formation professionnelle. C'est-à-dire, on a le primaire, on a le collège, mais on a le lycée et ensuite, on a donc la formation professionnelle. Donc, moi, mon projet était dans ce sens-là. Donc, quand le maire de Yoff m'a demandé de faire des propositions pour venir en aide à l'équipe du collège, je me rends compte que pour le collège, Talibou Dabo, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est que le collège, il y a plus d'enfants valides que d'enfants en situation d'invalidité. Déjà, ce qui ne va pas. Ensuite, le personnel n'avait pas été formé à la sensibilisation au handicap, c'est-à-dire comment faire avec ces personnes, parce qu'elles n'attendent pas de la pitié. Non, il y a des choses qu'elles peuvent faire elles-mêmes. Quand une personne en situation de mobilité réduite vous dit non, c'est bon, je me débrouille, acceptez-le. Acceptez-le, ça veut dire qu'elle peut le faire. Mais ça ne vous empêche pas de lui proposer. De lui proposer et d'attendre qu'elle vous le confirme. Et non pas seulement de dire je vais le faire pour vous. Non, proposez-lui, elle vous dira oui ou non. Parce que si vous le faites, vous la diminuez encore plus. Elle, dans son handicap, elle en sent encore plus cette mobilité et cette incapacité qu'elle a à faire certaines choses. Ça, c'est important. Donc, j'ai fait cette formation pour les professeurs et toute l'équipe de surveillants, ainsi que le directeur de Talibou Dabo. Et ce qui m'avait choqué, c'était de voir que Talibou Dabo était encore, pour le collège, il n'y avait que du sable en 2013-2014. Depuis, apparemment, et les enfants en situation de handicap qui avaient des fauteuils roulants, c'était leurs copains qui devaient les tirer pour les amener. Et ensuite, en classe, dès qu'on les interrogeait, tout de suite, les élèves, comme ils étaient les élèves valides, non, pas lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant se referme sur lui. J'ai trouvé une solution. C'était de proposer justement aux professeurs de faire des formations spécifiques pour ces enfants et on devait préparer tous les exercices, tous les cours ensemble, tout, et leur permettre d'enregistrer. Ils auraient eu des petites tablettes, et ils pouvaient enregistrer le cours, suivre le cours, parce que là où un valide a besoin d'un mois de formation, une personne à mobilité réduite, en invalidité ou en incapacité, elle a besoin du double, voire du triple. Ça, c'est indéniable, parce qu'elle a peut-être des difficultés à écrire. Non pas parce qu'elle ne sait pas écrire, non, mais parce que son incapacité, sa perte de mobilité est liée à la main. Donc, là où nous, on va écrire en 2 minutes, lui, il va mettre 10 minutes. Donc, il ne suit plus le cours. Il est perdu. Et moi, le constat que j'avais fait, c'était que les premières personnes qui redoublaient ou qui étaient éjectées de Talibou Dabo au niveau du collège, ces personnes, elles sortaient, elles étaient des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Le problème, Talibou Dabo, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent la partie collège. Donc, vous avez le ministère de la Santé, vous avez le ministère de l'Éducation nationale et vous ne pouvez joindre ni l'un ni l'autre. Donc, les directeurs qui sont là-dedans, les proviseurs, le principal du collège, ils se heurtent à des murs. Murs. Madame Diori, c'était passionnant ce que vous nous dites. On va passer à une petite pause pour permettre à nos invités, s'ils ont des questions, de poser des questions et Ndawar d'entamer la seconde partie de l'émission.
Alors, j'ai une surprise D'accord. pour vous, puisque nous avons passé notre enfance ensemble. Les gens ne savent pas, Tout à même si vous êtes plus jeune fait. que Oui. moi. Voilà une musique qui nous rappellera. Je sais qu'il y a des amis qui écoutent. Alors, les amis Mhm. de personnes qui étaient là, j'avais remarqué une chose de spéciale chez nos frères. En fait, on se considérait vraiment comme des frères et sœurs et on se protégeait. Alors, par rapport à ce qui se passe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut apporter à la jeunesse actuelle par rapport à notre passé et ce que nous avions appris quand nous étions plus jeunes. Et aussi par rapport aux personnes en situation à mobilité réduite, puisqu'on a cet œil-là, ce jugement aujourd'hui qu'on a vis-à-vis de ces personnes à mobilité réduite. Madame Dury, je pense que Madame Fatma. Madame Fatma Dury, vous m'entendez? Madame Fatma Dury, vous m'entendez? Madame Fatma Dury, est-ce que vous êtes là? Allô, vous m'entendez? Oui, voilà. Oui, on vous entend Allô, maintenant. Je pense que votre micro vous était m'entendez? éteint. Oui. Vous avez pu Donc, entendre ce que j'ai dit? effectivement, oui, vous m'entendiez pas apparemment. Donc, par rapport, oui, on a effectivement passé une bonne enfance ensemble, à Jeanne d'Arc avec mon frère, à son âme, qui est parti un peu tôt, avec Abdou, Jogoy et les autres. Et vous étiez mes exemples, hein. J'étais toujours fourrée avec vous, comme on dit. Et ça a été super. Donc, ce qu'on a apporté, je pense, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que la nouvelle modernité amenée par l'Internet, les téléphones portables, tout ça, ça les éloigne de la réalité des choses. Ils doivent réapprendre à vivre ensemble, à s'amuser ensemble. Parce que quand on les voit, chacun est dans son coin la plupart du temps et on les voit tapoter sur leur mobile. Ou ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter. C'est bien les réseaux sociaux, mais je pense qu'ils ont une limite. Ils ont une limite dans la mesure où ils coupent la communication réelle entre les personnes. Et les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour essayer de régler leurs comptes. Or, les réseaux sociaux, pour ma part, la vision que j'en ai, c'est que ces réseaux sociaux sont faits pour retrouver des amis, comme vous et moi, comme toi et moi, Adrienne. Franchement, depuis le temps qu'on se connaît, ça fait longtemps. Mais on s'est retrouvés grâce à Facebook et ça a été un vrai plaisir. Donc, par rapport aux personnes, pour ce qui concerne, il faut qu'on puisse, nous, leur raconter nos histoires, comment nous avons vécu, comment nous nous sommes amusés, comment nous respections nos parents aussi, parce qu'on avait peur des parents. On ne pouvait pas faire certaines choses, hein. C'était pas possible, parce que sinon, ça nous revenait en pleine figure. C'est-à-dire, tu te plaignais d'un prof, les parents te disaient « Oh, si tu te plains du prof, c'est que tu as fait quelque chose. » Donc, tu recevais ta part du père ou de la mère. Donc, voilà. Tout ça sont des réalités africaines et nous ne devons pas perdre nos réalités. Nous ne devons pas perdre nos réalités africaines. Elles sont en nous et nous devons les transmettre à nos enfants et que les nouvelles générations ne s'occidentalisent pas autant parce que l'occidentalisation, comme on dit, n'est pas forcément la meilleure des choses et on le voit avec les jeunes un peu partout dans le monde. En ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, pour moi, nous devons absolument nous mobiliser les personnalités qui ont les moyens, les Sénégalais de l'étranger, pour pouvoir structurer quelque chose et pouvoir sortir
construire un centre de formation modèle où effectivement on aura quoi? On passerait par quoi? Par une première évaluation des capacités et des compétences potentielles de ces enfants. Leur faire des cours adaptés. Adapter la pédagogie. Former les parents. Sensibiliser la société. Sensibiliser les autres élèves. Parce qu'on parle d'inclusion. Mais avant de faire une inclusion, on parle aujourd'hui que les personnes aux mobilité réduite ou en situation de handicap, que ces personnes-là, on développe l'inclusion. Mais l'inclusion nécessite une chose qui n'est pas faite, c'est comment ces personnes en mobilité réduite ou en situation de handicap, suite à une maladie ou peu importe, un accident ou autre, ces personnes, comment elles vivent cela. Et cela, ça ne se sait pas, ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. Parce que tant que ça ne vous arrive pas, vous ne vous rendez pas compte. Et en réalité, nous devons sensibiliser la population, sensibiliser les élèves, sensibiliser les professeurs et que les parents qui ont chez eux des personnes, des enfants en situation à mobilité réduite ou autre, acceptent que ces enfants sortent de leur maison et aillent à l'école. Et ça, c'est un programme incitatif qu'on ne peut faire qu'avec le gouvernement, qui peut donner une tendance et qu'on ait un secrétaire d'État ou un ministre qui soit dédié justement aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Et que ça demande aujourd'hui, un travail énorme à travers le Sénégal. Parce que j'ai voulu d'abord travailler à Podor. J'allais jusqu'à Podor. Ils sont prêts, mais nous n'avons pas les moyens. Les moyens ne sont pas là. On ne les a pas. Donc, c'est dans tout le Sénégal. Et souvent, des enfants, ils doivent venir d'une autre région pour arriver, par exemple, sur Talibou Dabo ou un autre centre. Mais le sport n'est pas seulement l'unique voie. Non, il y a des métiers. Moi, j'ai formé des caissières. J'ai formé des agents de sécurité. J'ai des agents privés de sécurité. Il y en a un, il a commencé quand il est arrivé, il avait un niveau quoi, 6e, 5e collège. Aujourd'hui, il est chef de parking. Quand il m'a appelé pour me le dire, j'étais super contente. C'est un Sénégalo-Guinéen, donc il m'a appelé, il était hyper heureux. Je lui ai dit, j'étais contente pour lui. Il m'a dit non, c'est grâce à vous. Je lui ai dit non, c'est vous qui avez travaillé. Mais il y a d'énormes possibilités. Ils peuvent devenir formateurs. Ils peuvent devenir des enseignants. C'est tout à fait possible. Il suffit simplement que nous nous adaptions à eux, nous acceptions cela et nous leur donnions les moyens matériels, financiers pour y arriver. Et cela, je pense que c'est une mobilisation de l'ensemble de la société. Pas seulement le gouvernement, c'est nous aussi, nous en tant que patriotes, nous en tant que personnes impliquées, qui devons nous mettre tous ensemble et créer quelque chose. Faire appel aux dons, faire appel, mais que ce soit sous forme d'association ou d'entreprise. Moi, je préfère l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des personnes qui seront formées, qui seront carrées. Parce que les associations, j'ai déjà travaillé dans des associations. Souvent, dans les associations, vous rencontrez des choses qui ne sont pas super belles. On le voit ici en France. Donc, parce que les personnes ne sont pas formées en tant que telles ou elles n'ont pas assez d'empathie. L'empathie est hyper importante. Et je vais dire une chose, cette empathie, elle ne se limite pas aux personnes à mobilité réduite, ni aux personnes handicapées. Cette empathie, nous devons l'avoir envers toute
personne de notre entourage et toute personne qu'on rencontre dans la rue, parce qu'on ne sait pas demain de quoi demain est fait et ce qui nous attend demain. Mais je vous dis donc merci encore Fatma Duri. Alors je vous dis, nous sommes aujourd'hui avec Madame Fatma Irmis Duri. Je vais la représenter dans l'émission Les Quêtes qui se passe tous les samedis à midi, 12h heure de Los Angeles, 20h heure de Dakar, 21h heure de Paris. Madame Fatma Irmis Duri est consultante, formatrice et écrivain spécialisée dans la formation et l'insertion professionnelle des personnes en situation d'invalidité ou à mobilité réduite en relation client, communication professionnelle. Elle a travaillé dans les entreprises avec CFIPE au Sénégal et le FIDR, le FIDR Consulting en France, le FID Consulting en France. Donc, Madame Fatma Duri aussi, je l'ai connue, donc comme je disais, nous avons été à agenda. Aujourd'hui, Madame Fatma Duri est une personne à mobilité réduite, mais vous écoutez quand elle parle, vous savez que c'est une femme forte, sénégalaise. J'ai connu ses parents aussi, ses parents qui étaient amis avec mes parents, c'était des hommes définitivement intègres, carrés, droits, qui nous ont servi aussi d'exemple, mais qui nous permettaient aussi en tant que femmes de nous exprimer. Moi, je me souviens, je sais qu'il y a des gens qui aujourd'hui me disent attention, il faut parler moins, il y a un terme qu'on dit, il faut être moins punk. Je dis mais vous êtes en train de vouloir m'empêcher d'être qui je suis en fonction de vos visions, ce que mon propre père, qui était un militaire, n'a jamais fait, et ce que le père de Madame Fatma Duri, qui était au niveau, vraiment quelqu'un de haut placé au niveau des impôts, je n'ose même pas dire son nom, à condition qu'elle me le permette ou qu'elle le dise elle-même. Tu peux. Allez-y, je vous laisse le choix de le faire. Et voilà, donc comment peut-on encadrer aujourd'hui une jeunesse quand on demande aux jeunes d'avoir cette intégrité? Et ceux qui sont au-dessus, les aînés, ne leur montrent pas cette intégrité. Les aînés n'ont pas cette intégrité et on exige à la génération qui arrive d'avoir cette intégrité, de nous respecter parce que nous sommes plus âgés qu'eux. Mais dans le respect, il y a une réciprocité. C'est en fonction de nos actions, de nos attitudes que les gens nous respectent. Et nos enfants ont besoin d'être respectés. Nos enfants ont besoin aussi de dire ce qu'ils pensent parce que demain, c'est eux qui vont être ces adultes qui vont pouvoir diriger le pays. S'ils ne prennent pas l'expérience avec nous, à nous contredire, à nous dire mais c'est pas comme ça et qu'on les écoute, l'écoute est vraiment très importante dans des situations pareilles. Madame Duri, alors par rapport aux femmes, moi je suis, vous me connaissez, je suis une activiste au niveau des États-Unis, une activiste internationale. Les femmes et aussi la stigmatisation des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes avant la prochaine pause pour nous dire ce que vous en pensez? Alors, la stigmatisation, c'est quelque chose qu'on ressent énormément. Comme vous l'avez dit, effectivement, je suis aujourd'hui en situation de handicap, ce que je n'étais pas avant d'entamer mon dernier poste, qui était formatrice pour des personnes en situation à mobilité réduite. Mais je suis sortie de cette entreprise malade et en situation de handicap et à mobilité réduite. Donc, la stigmatisation, c'est ce regard qu'on peut avoir et que les gens ont un regard condescendant ou un regard qui vous dit un peu « oh, pitié » ou qui ne vous calculent pas, qui sont tellement pressés. Je prends la région parisienne. C'est devenu impossible pour moi maintenant de continuer en région parisienne. Je me heurte à tout. Ils vous voient, mais ils font comme si vous n'avez pas vu. Ils vous rentrent dedans. Maintenant, je suis en fauteuil roulant électrique, donc je me déplace. Et chaque déplacement entraîne quoi chez mes enfants et mes proches et mon compagnon d'aujourd'hui? Entraîne quoi? Entraîne une peur. Une peur. Et c'est maman, quand tu arrives, tu appelles. Oui. Ou au fur et à mesure que j'avance sur mon déplacement, tu es où? Je dois leur dire où je suis. Et pourquoi? Parce que il y a
je dirais un je m'en foutisme. Voilà, je m'en foutisme. Chacun pense à soi. Un égocentrisme. Les gens regardent leur nombril et ne regardent plus le reste. Et ça, c'est valable. Je l'ai vu au Sénégal, je l'ai vu en France, et je pense que ça se passe dans d'autres pays. Les gens n'y pensent que quand eux-mêmes, ils se retrouvent dans cette situation. Alors que déjà, qu'ils regardent au sein de leur famille, chacun a un parent, un grand-parent, qui ne peut plus rien faire par soi-même, qui dépend de vous ou d'un membre de la famille ou d'une personne qui l'aide. Cette personne, elle est en situation de mobilité réduite. Cette personne, elle a besoin d'aide, mais elle n'a pas besoin de votre pitié. Et là, on stigmatise comme quoi nous sommes un poids pour la société. Non, nous avons donné notre part. Nous avons travaillé. Nous avons fait des choses. Et ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge ou qu'on se retrouve à un moment donné en mobilité réduite ou en situation de handicap qu'on doit nous pointer du doigt en disant voilà, non mais bon, ces personnes, elles nous coûtent de l'argent, on doit faire ceci, on doit faire cela. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que nous aussi, nous avons eu un passé, nous avons eu des activités, nous avons travaillé, nous avons étudié, et surtout, il faut que les personnes, les parents qui gardent leurs enfants cachés comme si c'était une honte, non, il faut que ça s'arrête, parce que ce n'est pas une honte. Comme on dit, c'est la destinée au Sénégal. C'est la destinée, c'est Dieu qui a décidé. Voilà, c'est la destinée de cet enfant. Mais si c'est son destin, c'est que les parents et la famille doivent l'entourer et non pas le cacher au monde. Parce que imaginez-vous, vous enfermé dans une maison où vous ne sortez jamais, petit jusqu'à adulte. Vous faites quoi? Voilà. Je finirai sur ça parce que c'est la seule image forte que je peux donner pour dire attention. Attention, faites attention. Écoutez, merci beaucoup, Madame Fatma Diouri. Encore une fois, cette chère spécialiste, elle a de la tête. Hein. Je vous assure que quand vous discutez des jours avec elle, vous avez intérêt à savoir ce que vous dites et à voir vos notes à côté. Parce qu'elle va vous rectifier tout de suite. Alors, nous allons passer. Merci encore, vous n'avez toujours pas dit le nom de votre père, mais c'est pas grave. Je suis là, j'attends toujours. Je vais passer la parole Massoud Ndiawar Diop, si vous pouvez, s'il vous plaît, nous mettre cette musique qui nous rappelle encore notre jeunesse. Aujourd'hui, je suis revenue dans les années 80. 80 qui vous rappelle votre enfance. J'ai fait spécialement, j'ai essayé du mieux que je pouvais pour vous satisfaire aujourd'hui par rapport à cette musique. Alors, je sais que notre émission va tirer à sa fin bientôt. Encore une fois, je vous dis, nous sommes encore avec Madame Fatma Irmis Diouri. Si je prononce bien, Fatma Irmis Diouri, qui est consultante, formatrice et écrivain spécialisée dans la formation de l'insertion professionnelle des personnes en situation d'invalidité ou à mobilité réduite. Elle est aussi au niveau de la relation cliente et elle a formé pas mal de personnes qui étaient en situation d'invalidité ou à mobilité réduite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre aujourd'hui? Comment pouvons-nous changer notre vision, notre œil sur les personnes à mobilité réduite pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs? Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est la stigmatisation et la honte par rapport à ces personnes à mobilité réduite qui, en fait, ne voient pas ça elles-mêmes. C'est nous qui nous imposons ces restrictions vis-à-vis de ces personnes à mobilité réduite. Madame Irmi. Complètement. Merci Adrienne Diagne, Madame, vraiment, pour me permettre d'expliquer encore plus cela. La première chose à enlever, c'est la pitié. C'est une question que j'ai eue par rapport au professeur qui s'occupait des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap à Talibou Dabo. C'est la première chose à enlever. Ces personnes ne demandent pas de la pitié.
Elle demande que vous les traitiez comme tout le monde, comme vous aimeriez qu'on vous traite, vous. Et je pense que ce qu'il faut, ce sont multiplier ce genre d'émissions dans plusieurs langues, pour pouvoir, ou les traduire dans plusieurs langues, pour les multiplier, pour sensibiliser les gens. Quitte à faire des campagnes dans les différentes régions pour aller taper du porte-à-porte. C'est faisable, c'est jouable. Il faut simplement une volonté et les moyens. Moi, ce qui m'a manqué, ce sont les moyens. J'avais déjà fait une émission en 2013, 2014, en 2013 sur ce point-là. Et donc, ce sont des moyens. Ça demande énormément de moyens financiers. Et ces moyens-là, qui peut nous donner les aides, à part le gouvernement, ce sont des structures, des ONG, des personnalités comme les imams qui ont de l'argent, qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre avec une garantie derrière. Mais il faut s'assurer que les personnes qui vont gérer tout cela sont des personnes intègres et qui feront le travail nécessairement en tant que professionnels. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du fait que ce genre de structure, pour moi, c'est plus une structure d'entreprise qu'une structure d'association, parce qu'il faut des professionnels. Ce sont des professionnels du monde de la mobilité réduite et des professionnels du monde du handicap qui sont capables de faire ce travail et d'assister et d'aider justement les personnes qui se retrouvent dans ces situations. De plus, je terminerai par un mot, pas de pitié, de l'empathie, et mettez-vous à leur place. Vraiment, mettez-vous à leur place et voyez en eux, regardez-les comme si vous étiez eux. Et là, vous comprendriez certaines choses. Pour l'instant, c'est ça. Mais tant qu'on n'a pas monté une structure, qu'on n'a pas engagé des campagnes d'information sur l'ensemble du territoire, on aura du mal à cette stigmatisation, à enlever cette stigmatisation et à permettre, à donner toutes leurs chances à ces personnes qui, certaines sont formidables. J'ai rencontré à Talibou Dabo une jeune fille, effectivement en situation de mobilité réduite, mais qui a eu son brevet avec une super note. Mais elle a eu sa mention, elle avait sa mention, c'était génial, c'était super, et ça les rend encore plus fiers parce qu'ils ont réussi ce qu'ils pensaient ne pas pouvoir réussir, parce que en fait ils se disent qu'ils ne peuvent pas, et c'est à nous de leur apporter la force, de leur dire si vous pouvez, mais en faisant une chose, en nous adaptant à leurs moyens, à leurs méthodes, à leur façon d'apprendre. La méthode pédagogique est très importante. Donc, s'adapter, et la base de la formation, c'est s'adapter à ses apprenants. Donc, quand on s'adapte à ses apprenants, on fait une chose, on multiplie les méthodes pédagogiques pour que on ne nous ressemble pas tous. Chacun a une façon d'apprendre. Vous avez ceux qui ont besoin de voir, ceux qui ont besoin de toucher, ceux qui ont besoin d'écrire. Donc, il faut mélanger ces méthodes pour que chacun y trouve son compte. Et ça aussi, c'est très important pour leur donner confiance. Ils doivent avoir confiance en vous, ils doivent avoir confiance en nous, ils doivent avoir confiance en la société. Alors, Madame Dury, mais vraiment, vous êtes extraordinaire. Je voulais savoir si aujourd'hui, on voulait vous rencontrer, si aujourd'hui, on voulait vous trouver, comment peut-on vous contacter? Oui, vous m'entendez? Allez-y. Vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu, absolument. Alors, oui.
poser, c'était de savoir si aujourd'hui on voulait vous contacter pour des projets, parce que comme je disais, je rappelle que vous êtes né au Sénégal, vous avez fait des études supérieures. Da ngay làkk wolof ni man, di làkk wolof ni ñëpp, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Sa wolof réeragul. Donc vous êtes aussi, vous êtes bilingue, vous avez fait des études d'histoire au niveau doctorat, vous êtes aussi, vous avez travaillé en menant des études, vous avez développé de multiples expériences professionnelles dans des domaines tels que le juridique, l'import-export, l'éducation, la formation. Vous avez aussi travaillé avec SFR, la téléphonie, la télévision, et vous avez accompagné, vous avez formé des accompagnants, vous avez formé des conseillers clients, parmi lesquels des personnes en situation de mobilité réduite en 2004. Donc, tout ça, ce sont des choses dont nous avons besoin au Sénégal. Mais ce que je voulais, c'est savoir comment vous contacter et aussi être sûr que les gens qui vont vous contacter ont un potentiel. Alors, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de vous contacter vous directement, mais aussi de contacter Sunuker, et Sunuker vous transmettra. Quelle est la méthode que vous préfériez? Écoutez, moi, je vais vous donner mon adresse email. Une adresse email où on peut me contacter. Et s'ils veulent passer aussi par Sunuker, ils peuvent vous contacter s'ils veulent mon numéro de téléphone. Mais pour ceux qui veulent me contacter directement, je vous donnerai mon adresse email. Pour ceux qui peuvent noter, alors vous prenez mes deux prénoms, Fatma Hermis, tout collé, @icloud.com. Voilà. Et Fatma donc, Hermis tous les mails qui arrivent dessus, Fatma Hermis @icloud.com. Merci. Voilà. Donc, c'est une adresse email qui est justement dédiée à tous les contacts par rapport au handicap. Voilà. Donc, et ils peuvent passer par vous pour le contact téléphonique. Et moi, je leur répondrai, je m'engage à leur répondre s'ils m'envoient le mail. Ça, c'est une certitude. Alors, moi, je vais demander à Monsieur Ndiawa, est-ce qu'il y a des questions de nos auditeurs? Parce qu'on a oublié qu'il y a la possibilité de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la régie? Monsieur Diop, est-ce que vous avez des questions au niveau de la régie? Il n'y a pas de question, Adrienne. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que ça veut dire que, que j'ai été claire ou pas claire? Alors, parce que normalement, on a la possibilité pour les auditeurs de poser des questions à l'invité. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la régie, Monsieur Diop? Il n'y a pas de questions, Adrienne. Pas de questions. Merci beaucoup. Écoutez, Fatma, c'était encore un plaisir énorme de vous entendre. Nous allons finir notre émission avec la dernière musique qui va vous rappeler encore cette enfance. Je vous remercie beaucoup. J'espère vous inviter sûrement sur une conférence qui sera faite par sunuker.fm. On fera une conférence justement en ligne où les personnes pourront discuter, apprendre de vous avec une présentation sur PowerPoint. C'est ce que nous préparons pour 2022 avec les auditeurs. Et donc, merci encore. Passez un bon week-end. Ma chère Fatma, maintenant je vais te tutoyer. Tu n'as toujours pas dit le nom de ton père, mais je te laisse ce dernier mot et puis on peut clore l'émission avec la musique. D'accord. Merci à vous, Adrienne. Merci à vous, Jawar. Jawar, votre secrétaire vous salue déjà. Ma secrétaire à moi. Oui, votre secrétaire vous salue car c'est une cousine. Oui, elle me l'a dit. Donc, voilà. Et je vais terminer en donnant le nom de mon père. C'était Mokhtar Pierre Dury, qui était inspecteur des impôts, qui a été directeur de la LONASE, directeur général des impôts et des domaines, et qui a terminé sa carrière comme inspecteur d'État. Et il était très connu, quelqu'un d'intègre, dont je sais que je ne peux pas arriver à sa cheville, mais je marche dans ses pas. Je terminerai par cela. Vraiment, et vraiment merci à vous, merci Adrienne, Diane, merci Jawar, merci pour cette invitation. Et pour la conférence, ce sera avec un grand plaisir.
bunga majabelo ganduni ya ko bayo ndero ngol bayo way bayo pabnun ke gada sanga maro jeliande ya ko bayo directeur zero gandunu ya ko dama directeur bayo way bayo ya dama directeur tabayo jeliande bayo timayo kumbale mo ganduni ajario ganduni megelo ramba yo chumalin ke zompe yo jeliande papnun ke ngoda yi zompe yo gandunu o korvatu bayo merkati monono ganduni jabel bayo yimbil de katemeno ganduni tabungon bayo ndana dotu pano jeniande ndana dotu pano korvatu yo o korvatu bayo ndare jini ramo korvatu